vous prenez une carte muette du monde, évidemment. ça va être rigolo. Non, mais bon, il suffit de placer les métropoles, les mégalopoles, enfin, vous savez. Et ensuite, voilà, j'avais fait des schémas que j'ai appris par cœur. Ça colle encore, vous voyez, j'avais accroché ça dans ma chambre. Voilà, avec qu'est-ce que ça passe sur quoi? Contraintes et risques environnementaux, la ville de Shanghai, les nationalités en jeu du Xinjiang, toujours sous la Xinjiang. Enfin bref, voilà, j'en avais fait pas mal. La répartition démographique, aussi, important, bon ça c'est pas très détaillé, hein, désolé. Les réseaux de transport, l'aménagement du territoire. Et puis les contraintes hydriques et hydrauliques. Donc ça c'est des choses un petit peu plus marginales que j'ai peut-être pu glisser en exemple dans un paragraphe comme ça. Voilà. Ça fait toujours plaisir, c'est plein de couleurs. Et puis donc j'avais préparé les sujets, donc en fait ça c'est des fiches faites à partir des polycopiés de Monsieur Mathieu. Bon là vous voyez que j'ai pas beaucoup travaillé, parce que la troisième partie, donc c'était une semaine avant, mais la troisième partie n'est pas complétée, n'est-ce pas? Mais par exemple là, elle l'est. Là, ça portait sur vie, l'organisation de l'espace en RPC, ben, c'est presque pile le sujet qui est tombé. Enfin, c'est le thème du sujet qui était tombé au concours, et là j'avais une bonne typologie, et j'ai pu la ressortir de la logique. Voilà, donc le reste c'est ça, j'ai préparé 6 sujets comme ça. Et je me suis accroché ça dans ma chambre, et puis je lisais ça tous les soirs. Alors qu'est-ce que c'est exactement une typologie? Parce que nous cette année on n'a pas fait du tout avec M. Starry. Une typologie, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre, peut-être Angelina. Mon prof ne fonctionnait pas avec la typologie, il n'a pas appris à faire D'accord. Parce qu'on a parlé également en disant que c'était le meilleur moyen de réussir. En fait, tout simplement, tu développes au moins un grand exemple localisé, situé géographiquement avec des données sur cette région géographique. Par exemple, au lieu de faire des propos généraux, bon, bien sûr, normalement, tu peux aussi intégrer des exemples précis dans les autres paragraphes, mais là, tu prends vraiment une zone géographique et tu la détailles, en disant qu'elle est en quelque sorte l'archétype ou le paradigme de l'idée que tu veux démontrer dans ce paragraphe. Donc, par exemple, sur quoi d'ailleurs je reprends le sujet parce que j'ai pu vraiment ressortir ces exemples-là. Sur les villes, le modèle à l'ouest, non, je vais vous prendre celui dont j'étais le plus fier. Oui, à l'ouest d'ailleurs, voilà. À l'ouest, il n'y a rien, il n'y a pas de ville en Chine. Donc c'est le désert total. Donc j'étais allé chercher des choses, passer des heures sur Internet, tout simplement. Et donc, voilà, j'avais pris, pour exemple, ce fameux Xinjiang, avec l'aéroport, donc avec la ville d'Urumqi, qui est la plus grande, c'est dans le Tibet oriental. Cette ville possède un aéroport et une usine qui est le deuxième producteur de tomates au monde. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est parfait pour dire que quand même il y a de l'activité, il y a des villes, il y a des métropoles qui se constituent, et il y a cette politique du Go West. Je ne vais pas vous faire un cours de géo, enfin voilà. C'est pas ma spécialité du tout. Mais vous voyez à peu près de quoi je parle. Et puis j'avais intégré tout simplement un exemple, un dessin coloré. Une typologie, c'est un peu une étude de cas. Une typologie, c'est un peu une étude de cas. Ah oui, précisément, c'est ça, c'est une étude de cas. Nous, en fait, ma prof nous a dit que c'était en gros, c'était arrivé à détacher des niveaux. Par exemple, on avait eu qu'est-ce qu'une grande ville en France. Et donc, les deux premières parties étaient assez générales sur qu'est-ce qu'une grande ville en général. Et après, on montrait que, par exemple, Lyon est une grande ville, mais que c'est pas du tout comparable à Paris. Que tu vois, au sein de la définition, tu as besoin de l'eau. Pareil, on avait eu la France des montagnes, et c'était pareil. Le Jura et les Alpes, il y a beaucoup de différences. Les Alpes, c'est frontalier et tout ça.
Voilà, on peut passer au mois de juillet maintenant. Donc le mois de juillet aurait dû être consacré, pardon, je peux parler. Non, avant le mois de juillet, excusez-moi. Commencez à lire, à prendre des notes à la volée sur les ouvrages que vous deviez avoir achetés, donc français, histoire et philo. Pour les œuvres de français, moi je trouve qu'il vaut mieux acheter ça en plein été, se le lire sur une plage, et puis voilà, enfin, on va pas s'y mettre direct l'année finie, alors qu'on a plein de choses dans la tête. Et puis vous choisissez à ce moment-là, je pense, c'est mieux de choisir avant, si vous voulez travailler sur papier ou sur ordinateur. Alors ça crée un petit débat fort sympathique, hein, sur est-ce qu'il vaut mieux travailler sur papier ou sur ordinateur, est-ce qu'on peut jumeler les deux? Moi je dirais non, a priori. Ça me paraît très compliqué. Je sais que par exemple, en première cagne, malgré que ce soit la cagne où j'ai mieux réussi au concours, j'avais un... comment dire, j'avais plein de cours sur l'ordi, puis j'avais une montagne de polycopies à côté. Alors ça m'a vraiment découragée, si vous voulez. Donc cette année, j'avais choisi de tout prendre à l'écrit, en manuscrit, et d'imprimer en fait tout ce qui était par ordinateur, parce qu'on nous envoie aussi c'est par ordi. Bref, ça me semblait être le plus pratique. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je trouve que l'ordi, c'est vrai que c'est bien pratique finalement, parce que vous pouvez classer vos documents, puis c'est pas écrit en pâte de mouche. Bref, c'est pratique. Donc au mois de juillet, vous continuez de lire les œuvres au programme, puis ce qui aurait été bien, c'est comme vous êtes encore à chaud, entre guillemets, préparer l'oral. Parce qu'on oublie très vite les réflexes de communication orale. Et finalement, je trouve, je répète, mais il est plus important à mon avis de préparer l'oral que de préparer l'écrit en ordre chronologique de priorité. Ensuite, au mois d'août, je pense qu'il vaut mieux là prendre une période de détente totale. C'est là qu'il se situe le mieux. C'est bien au milieu des vacances. Et puis peut-être commencer à contacter des gens, à leur dire bon, alors qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu veux que je te passe des fiches, est-ce que tu veux qu'on commence à travailler ensemble, comme ça quand vous arrivez à la rentrée, vous êtes déjà un peu sur, vous êtes déjà un peu à l'ouvrage, et puis il vaut mieux faire ça à plusieurs que tout seul. Parce que je sais bien aussi comment on peut être avec soi, très dur, en se disant je vais dire tout ça, et puis faire ça, et puis finalement on fait rien. Voilà. Donc voilà, et puis ce séminaire finalement il voulait aussi vous remettre le pied à l'étrier. Évidemment avec joie et bonne humeur, comme il se doit. Donc comment on commence à préparer l'oral pendant les vacances, tout seul? C'est bien difficile quand même. Bon, comme je disais à Lyon, je ne vais pas encore détailler, mais tout est sur programme, donc là il faut que vous lisiez les œuvres au programme, et c'est tout, et faire des langues tous les jours. Voilà. Donc ça, peut-être qu'il vaut mieux utiliser les médias qui sont aujourd'hui à nos dispositions, journaux, radio, télévision, internet, éventuellement la caméra de votre smartphone pour travailler votre prononciation. Que sais-je encore, voilà, vous pouvez un petit peu vous ingénier. Il y a aussi des collections bilingues en folio, c'est bien ça pour les vacances. Vous en lisez un, ça vaut la peine de... Voilà, mais je pense qu'arriver en cagne germaniste en ayant lu Mora Venise par exemple, ça peut déjà donner une certaine assise. Ou je sais pas, même quelque chose de moins exigeant, mais quelques poèmes de Rilke, ou je ne sais pas, voilà. Arriver quand même déjà avec une sorte d'aperçu de ce que c'est qu'un texte littéraire dans la langue étrangère qu'on étudie, parce que c'est quand même un peu différent, les enjeux littéraires ne sont pas les mêmes vraiment d'une langue à l'autre. Faites bien attention à avoir au moins lu quelque chose, puis en plus même pour votre honneur personnel, se dire j'ai fait 3 ans d'allemand alors que j'ai pas lu une ligne de Goethe, c'est quand même... En même temps, l'hypocagne nous prépare quand même voilà, ça, c'est ça, évidemment. Que ce soit en anglais ou en allemand, je pense qu'on a un bon aperçu à faire. Donc si vous pouvez relire par exemple
les petits dossiers que vous avez constitués en Hippocane avec tous les textes dedans, c'est déjà très très bien. En grec, en latin, alors ça c'est, si vous pouvez, si vous avez la discipline de le faire du petit grec et du petit latin, peut-être pas tous les jours, c'est un petit peu lourd, mais dans les éditions bilingues, les Budé, tout ça, même si ce n'est pas les meilleures traductions parce qu'elles sont un peu anciennes, un petit peu racornies, voilà, vous entraînez à cacher la traduction et à essayer de vous débrouiller avec une phrase pendant 10 minutes, parce que parfois ça prend ce temps-là, même plus. Donc, et puis, si vous vous entraînez, vous verrez que vous allez augmenter votre vitesse de traduction, et c'est ça qui est important finalement, parce que combien d'élèves bâclent la traduction et jouent le ramassent une mauvaise note. Voilà, alors pour Ulm, en revanche, l'oral d'Ulm, rien n'est sur programme, sauf l'histoire. Donc pour l'histoire, en particulier je vais y revenir tout à l'heure, mais il vaut mieux ficher déjà pendant les vacances juste un manuel de première ou de terminale, tout dépend du sujet de l'année, là c'est la première. Ça suffit, ça c'est pas la peine, moi j'ai eu 16 en colle en ayant fiché un manuel de première sur les intellectuels en France. Ça suffit en fait, c'est la précision et la qualité de vos analyses qui importent, et surtout la clarté du discours. Donc pour préparer l'oral d'histoire, voilà, il faut ficher finalement l'histoire. C'est la mémorisation. Et puis pour les autres matières, il faut voir. Alors en musique, j'avais mis de réviser avec Abremont et avec l'ouvrage de Michels. Donc Abremont pour le commentaire d'écoute, qui propose des exercices, donc c'est pas mal. Par exemple, peut-être même cette année, se fixer tous les samedis matins, hop, un petit commentaire d'écoute, une petite écoute de quatuor de Mozart, pour l'harmonie. Et puis le Ulrich Michels, donc c'est le guide illustré de la musique, là c'est la culture G, donc c'est pour l'entretien finalement. À l'oral, il faut savoir de quoi on parle un petit peu. Puis, revoir les exercices d'harmonie faits pendant l'année, je ne sais pas si tu as pu... Oui, un petit peu, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, alors, en option de philosophie, bon, je ne suis pas bien placée. Réviser la méthode du commentaire. Je ne sais pas si quelqu'un fait option de philo ici. Personne? Bon, je vais passer. Les autres matières, vous avez des œuvres au programme. Bon, pour le tronc commun, que ce soit donc français ou philosophie, en fait, là, il faut lire sans ficher. Ça ne sert à rien du tout. Vous lisez des ouvrages de littérature, des classiques, et surtout, vous prenez une heure et vous restez sur une page et vous essayez de trouver, une page évidemment un peu remarquable du livre, et vous essayez de trouver des axes d'analyse. Voilà. Et ça, c'est exclusivement donc, pour l'oral de français d'Ulm, qui est sans programme, hors programme. Sachez aussi qu'il y a des auteurs qui ne tomberont pas, évidemment, parce qu'ils sont soit en option, soit en spé français, soit au programme du tronc commun carrément des autres années. Donc par exemple, Corneille, Marivaux, Hugo et Céline, qui est au programme cette année, ils ne vont pas tomber à l'oral d'Ulm l'année prochaine. Vous pouvez les exclure de vos lectures, si j'ose dire. Bien sûr, si vous mourrez d'envie de lire du Marivaux, allez-y, c'est super. Et voilà, il faut... Finalement, là, il faut vous constituer une sorte d'idée globale des différents courants littéraires. Qu'est-ce que ça implique en termes de stylistique? Quels sont les procédés littéraires très courants au XVIIe siècle, par exemple, ou les thèmes très courants, ou les problématiques très courantes? Des anthologies font très bien affaire pour ça. Il y a notamment un ouvrage de CDI sur lequel vous allez vous ruer, vous battre et vous crêper le chignon. C'est le commentaire de texte à l'oral du concours. Donc, on ne fait pas mieux dans le genre. Il y a carrément, si vous voulez, des scripts pour amener ça, pour réciter ça, vous avez 20 sur 20. Non, je rigole évidemment. Mais il y a des conseils très précieux pour chaque style, chaque genre littéraire qui implique finalement une méthode bien particulière d'analyse. Parce que si vous analysez un poème baroque comme vous analysez un roman surréaliste, ça ne va pas le faire. Je peux vous dire, même si vous pouvez essayer. En soi, c'est pas
des choses quand même. Le baroque, c'est très fantasque, comme ça, c'est surréaliste. Bon, bien sûr, révisez vos figures de style, mais là, je dis des banalités. Il y a le dictionnaire de Michel Aquien. Voilà, le dictionnaire de rhétorique, c'est en poche, c'est pas cher. Et ça se révise. Ouais, ça c'est utile, enfin, l'expérience. Et puis donc en philosophie, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller sur internet. Il y a un site magnifique qui s'appelle Philologue. Je pense que peut-être certains le connaissent. Vous lisez ça une fois par semaine, ça vous fait votre petite culture phylogénée. C'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, c'est vraiment platitude, platibus. Hein. C'est les classiques, les grandes notions. Mais on révise, il y a des textes, il y a des analyses qui sont quand même somme toute assez originales parfois. Donc, allez-y. Ça vous sert à spéculer. Hop, on active la spéculation. Là. Et puis vous choisissez, alors faites-vous plaisir, si vous aimez la philosophie, lire de la philo, ça ne plaît pas à tout le monde bien sûr, moi ça me plaît, comme ça j'ai l'esprit un peu mal tourné, donc